Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler traduction de sites internet accompagné de Thibaut. Hello Thibaut. Hello tout le monde. Salut. Très content de faire ça avec toi aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on avait échangé il y a quelques temps pour discuter justement de ton produit. On se dit, tiens, mais ça pourrait être super intéressant de faire un contenu, parce que même moi, je ne sais pas tout. Il y a tellement de choses qu'on pourrait apprendre sur ce sujet-là. Donc, ça pourrait être grave intéressant pour nos contacts, nos prospects, nos clients, d'en savoir un petit peu plus. Donc, un grand merci pour ta participation. On a pas mal de monde avec nous aujourd'hui. On a Isabelle, Farid, Julien, Thibaut, Romain, Marine, Coralie et plein d'autres mondes. Donc, très content de vous retrouver. Je compte sur vous pour faire un petit coucou dans le chat, pour mettre des pouces bleus, pour faire ce que vous voulez. Lâchez-vous, posez un maximum de questions, parce que le but, c'est de passer du temps avec vous pour parler traduction de site internet. Aujourd'hui, alors bien entendu, on a fait notre devoir. Thibaut a fait ses devoirs parce qu'il a fait une magnifique présentation qu'on pourra envoyer à tous les participants du webinar. On mettra en accès aussi sur le replay pour ceux qui veulent retrouver tout ça. Donc, profitez-en. La thématique du jour, 1 heure top chrono pour traduire un site WordPress. Alors, bien entendu, ce que va vous raconter aussi Thibaut, c'est pour traduire du site WordPress, mais ça marche avec Shopify, Webflow, PrestaShop, machin, bidule. En gros, vous avez tous les CMS. Je ne sais pas si tu veux en sortir d'autres que tu vois régulièrement, Thibaut. Ouais, non, t'as cité les principaux, mais après, ouais, tu vas aussi Tu m'as avoir dit Squarespace aussi. Il y en a. même des plus historiques, genre Drupal, ou enfin bref, tu peux. Non, on ne parlera pas de Ouais. Drupal aujourd'hui, ni de Joomla, laisse-les tomber, laisse-les mourir. Non, je rigole. Il y a plein de CMS, il existe plein de techniques pour faire des sites, c'est cool. Donc, on va parler principalement de WordPress, parce que moi, c'est mon cœur de métier, c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on propose à nos clients. Donc, j'aurai encore plus de questions sur le sujet, mais sachez que tout ce que va vous dire Thibaut fonctionne, quel que soit votre techno, et ça, c'est cool. Ce qu'on va voir dans le sommaire, donc site multilingue, pourquoi faire? 2, comment réussir son projet de site multilingue? 3, à propos du SEO multilingue. 4, les éléments à prendre en compte quand on réalise un projet de traduction de site. Et en 5, parce que j'avais pas plus de doigts sur ma main, différentes méthodes pour traduire son site. Ah bah si j'ai oublié 6. On aura une démo, bien entendu, de Weglot et comment se débrouiller avec Weglot pour traduire parfaitement son site internet et gagner un max de temps. Je vous montrerai aussi différents outils qu'on utilise pour faire de la traduction aujourd'hui, pour que vous puissiez choisir entre Weglot et les concurrents de Weglot. On va pas se mentir, il y a de la concurrence aussi. Donc, je vous montrerai un petit peu tout ça et comme ça, vous pourrez choisir en connaissance de cause. Donc, ça va être pas mal. Et première étape, présente-toi, Matelot. Donc, pour ma part, je vais animer ce webinaire, mais ce n'est pas moi l'expert. L'expert sera Thibaut. Pour ma part, je suis le capitaine de Pilotine, entreprise, société, agence digitale que j'ai montée il y a 10 ans. Je cours beaucoup. J'ai 33 ans. J'aime la galette des rois. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si nous ne sommes pas encore en contact. Julien Deremaux. Et l'expert du jour, c'est donc Thibaut Guérin, Agency Partnerships Manager chez Weglot. Signe Astro Bélier, et toi, tu aimes plutôt la tarte au citron meringuée, donc comme ça, vous le savez, mais présente-toi un petit peu plus. Thibaut, vas-y, c'est à toi. Yes, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite présentation, très sympa. Donc comme tu as dit, je travaille chez Weglot et je suis en charge de tout ce qui est relations et partenariats avec les agences et les freelances aussi chez Weglot. Donc pour la petite présentation, en tant qu'entreprise, Weglot, donc c'est une boîte française. On est basé principalement à Paris et aujourd'hui on est 46 employés. Donc on aide tous les propriétaires de sites web à propulser leur site dans différentes langues. Et puis, grosso modo, voilà. Bon, c'est pas mal déjà. Bien, ouais, 46, ah, on est que 26, tu vois, vous nous avez ken, vous êtes trop fort. Ça va vite, notamment quand on propose un bon service de qualité. Donc ça, c'est cool. Site multilingue, du coup, pourquoi faire? Enfin, une fois, je ne l'ai pas dit, mais Pilotine, nous, on est expert en conception de sites WordPress et notamment des gros sites corporate ou des sites e-commerce qui sont à dimension en général international pour travailler sa marque employeur, sa notoriété à l'international. Donc, on voit régulièrement passer des projets de sites multilingues. On fait très régulièrement des projets de sites multilingues. Donc, on en a vu des vertes et des pas mûres sur le sujet. Donc, je vais être là pour taquiner un peu Thibaut et j'essaie de lui tirer tous les verres du nez. Vous puissiez le plus possible réussir votre projet de traduction. Alors, site multilingue, pourquoi faire, Thibaut? Raconte-nous un peu plus. Yes. Bah, déjà, je voulais vous
partager un peu quelques stats, parce que tu m'as dit qu'il y avait pas mal de plutôt profils marketeux dans l'audience, et je sais que les marketeux adorent les stats. Ouais. Donc déjà, pour vous en dire un peu plus sur pourquoi en fait il y a besoin en fait soit de proposer des sites multilingues à ses clients en tant qu'agence, soit directement de traduire son site en plusieurs langues si on est propriétaire d'un site web. Donc la première raison, ça va être la première stat pardon, que je vais proposer, donc c'est 75% des personnes préfèrent acheter des produits dans leur langue maternelle. Donc ça paraît assez évident, mais finalement la stat démontre bien que c'est une réalité finalement. Il y a même 60%, je crois que je ne l'ai pas noté, mais il y a 60% des personnes qui ne veulent pas acheter sur des sites en anglais, même si elles parlent potentiellement anglais. Ça peut être un frein à l'achat, donc c'est important de l'avoir en tête. 65% des personnes préfèrent lire des contenus dans leur langue maternelle, même si elles sont de mauvaise qualité. Donc même si on peut avoir une traduction hyper mal faite, mais finalement la personne va être plus confortable pour lire ce contenu, même s'il est mal traduit finalement. Assez intéressant. Et je pense que vous le savez déjà, mais finalement, je vais vous le rappeler, 4% de la population mondiale parle français. Donc, en fait, Ah là, si peu, mais qu'est-ce qu'on est bah, mauvais là. Il faut diffuser le français là. Mais non, bah c'est bon. ou Ok. alors traduire son site web suffisant Tout pour très bien. aller chercher ces 96% externes qui peuvent être intéressants à targeter. Et donc, les raisons, en fait, pourquoi traduire son site web. Donc, il y a, on va dire, 3 raisons principales. La première, ça va être forcément de se lancer à l'international. Par exemple, je suis français, j'ai une marque de chaussures, par exemple, sur un site e-commerce qui marche plutôt bien en France, mais je sais que je peux aller un peu plus loin, donc je vais traduire mon site pour justement aller chercher ces 96% qui parlent pas français. Et un peu lié à ça, ça va être j'ai mon site en français, mais je sais pas trop en fait dans quel pays je peux me lancer pour aller chercher d'autres marchés. Donc je vais dans un premier temps traduire mon site web en anglais pour aller chercher un peu plus de pourcentage de population. Et finalement, vu que l'anglais c'est un peu la langue que la plupart des gens dans le monde parlent, c'est pas une généralité, mais que la plupart des gens comprennent en tout cas, je vais traduire mon site en anglais et voir finalement où est-ce que j'ai l'attraction. Est-ce que mon site en anglais permet de gagner plus de trafic en Espagne, en Italie, etc. Pour ensuite aller traduire mon site en espagnol ou en italien si je vois que ça fonctionne plutôt bien en anglais. Ouais, La très deuxième... très bon feedback. Nous, on voit passer effectivement des projets où juste la boîte est déjà internationale avec des filiales, des machins, des Ouais, bidules. Donc on sait qu'il y a 15 langues, par exemple. Où effectivement, on a eu des clients qui étaient que en France et qui ont dit, allez, on veut essayer l'Allemagne, on veut essayer l'Italie. Et du coup, on utilise des outils pour traduire le plus rapidement possible ces sites internet-là. On fait une campagne Google Ads. Comme ça, on voit si le marché répond ou pas. Si ça marche pas, on n'a pas perdu trop de temps. Boum, on coupe, on teste un autre pays. Mais du coup, effectivement, on peut être soit pour tester un marché, soit pour carrément avoir la présence sur le marché où on est déjà présent. Bien vu. exactement. Ok. Et encore une troisième raison, ça va être typiquement le contexte qu'on connaît tous, par exemple, de la Belgique, qui est un pays lui-même multilingue. Va y avoir besoin de traduire son site à la fois en français, en flamand et j'en oublie un, en allemand. Ouais. Donc ça, c'est T'as le la cas. Suisse aussi qui a le même souci. Exactement, et même il y a même d'autres pays, par exemple, pas pays, mais plutôt régions comme le Québec, où en gros c'est carrément obligatoire finalement de traduire son site à la fois en français et en anglais. Donc voilà, ça c'est un autre cas aussi où c'est hyper important de traduire son site web. Imaginez, vous êtes du coup au Canada, en Suisse et en Belgique. Il faut déjà faire beaucoup de langues. Nickel. Ok. Alors, maintenant, on va voir sur comment réussir son projet de site multilingue. Alors, quels sont tes petits secrets, Thibaut? Yes, donc déjà, il y a 3, on va dire, avant de commencer un projet multilingue, avant de traduire son site web, va y avoir finalement 3 interrogations on va plancher un peu dessus avec sa team marketing ou avec son agence ou que sais-je, pour savoir comment bien faire en fait. Donc la première question à se poser, c'est finalement, est-ce que j'ai besoin de traduction ou de localisation? Et la localisation, pour qu'on ait un peu une définition commune, parce qu'on connaît tous par exemple les exemples de McDonald's avec le McBaguette qui est uniquement pour la France, mais ça c'est sur on va dire, de la localisation produit, il y a aussi la localisation de contenu. Et donc pour qu'on soit sûr d'avoir tous la même définition, j'ai trouvé celle de SEMrush qui était pas mal faite. Donc en fait la localisation, c'est le processus consistant à adapter le contenu produit pour son marché principal à un nouveau marché cible. Et c'est différent de la traduction, où en gros, dans le sens où la traduction, ça va être on prend un contenu, on va dire version A, on le traduit en version B, et voilà. Et la localisation, ça va être je prends mon site web,
je localise dans différentes langues et en proposant des produits différents. Par exemple, dans les pays du Nord, je vais plutôt proposer des bots et dans les pays du Sud, plutôt des tongs. C'est hyper, c'est hyper réducteur, mais en gros, c'est ça la stratégie derrière ça. C'est proposer des produits qui vont finalement bien fonctionner sur telle ou telle audience. Donc, ouais, quand on commence un projet multilingue, il faut vraiment se poser la question, est-ce que j'ai besoin de traduction ou est-ce que j'ai besoin de localisation? Donc ça, c'est la première question à se poser. La deuxième, ça va être quelle structure de mon site multilingue j'ai envie d'avoir. Donc, on va dire la façon la plus simple et la plus évidente dans un premier temps de faire, et notamment sur WordPress, ça va être de créer, de dupliquer des pages. En gros, sur mon admin WordPress, je vais créer une page à propos pour mon site en français et je vais créer une page about pour le traduire en anglais. Ça, c'est un peu risqué en termes de SEO, parce que même si c'est du contenu traduit, ça peut être considéré comme duplicate content par Google. Donc, c'est assez risqué de faire comme ça. L'autre possibilité, ça va être de faire du multisite. Donc, par exemple, je vais avoir mon site français, je vais avoir mon site allemand, je vais avoir mon site espagnol, et sur lequel je peux faire en fait ce que je veux en fait sur la localisation. Mais du coup, si je reprends mon exemple de site e-commerce de vendeur de chaussures, ça veut dire que je vais devoir maintenir tout mon stock de tongs ou même de bots sur tous les sites. Donc, ça peut être hyper chronophage et hyper fastidieux à vraiment rassembler chaque stock de chaque site, etc. Enfin, bref, je pense que vous avez compris l'idée. L'autre possibilité, ça va être de faire confiance à, vous savez, sur Google Chrome, la possibilité de traduction de sites proposée par Google. Là, c'est risqué aussi parce que finalement, ça va être l'utilisateur qui va traduire le site web pour lui, mais le propriétaire du site lui-même n'aura pas la main sur le contenu propulsé par Google. Donc, ça peut être hyper risqué d'avoir du contenu en fait, qu'on ne veut pas forcément avoir qui est mal traduit et qu'on ne veut pas forcément proposer sur son site. Et finalement, la quatrième option de structure de site, ça va être faire via des applications tierces, comme Weglot, mais aussi comme d'autres que je viens vous présenter après. Et enfin, la dernière question à se poser, c'est quelle qualité de traduction je veux pour mon site. Est-ce que je veux de la traduction automatique, donc via IA, la machine translation, ou est-ce que je veux avoir de la traduction manuelle ou traduction manuelle, par ça on entend une traduction en gros qui va être faite par un traducteur pro. Ouais, pas forcément un traducteur pro, mais plus le marketeur, le propriétaire du site web lui-même. Et ensuite, la traduction professionnelle, c'est encore un autre aspect où, en gros, on va travailler soit avec un freelance, soit avec une agence de traduction qui va, lui, proposer un contenu encore plus professionnel. Donc, le but, c'est vraiment de savoir de quelle qualité de traduction j'ai besoin et à quel prix. Parce que finalement, c'est un coût, forcément, comme sur tous les marchés, plus c'est qualitatif, plus ça coûte cher. Mais donc ça, c'est la question à se poser. Et on pourra avoir une autre stat aussi sur la différence entre IA et traduction manuelle. Typiquement, chez Weglot, nous, sur nos utilisateurs, on voit que les sites traduits par Weglot sont traduits... 9% du contenu des sites qu'on traduit est traduit manuellement. C'est-à-dire qu'il y a 91% des sites sur lesquels en fait, les propriétaires de sites web font confiance à l'intelligence artificielle, à la machine translation, et finalement ne touchent pas aux traductions. Donc voilà sur les différentes questions à se poser avant de bosser sur un site multilingue. Parfait. Déjà, j'ai redécouvert le Mac Baguette, j'avais oublié. Donc c'est cool, merci pour le rappel. Et ils le font plus, je crois, c'est terminé ça, non? En France. Mais c'est un très bon exemple en tout cas pour expliquer la localisation ou la traduction, c'est vrai. Et non, je suis d'accord avec toi. Alors il y a une incidence forcément d'un point de vue technique. Typiquement, quand vous structurez votre site, la première façon dont tu as parlé là, c'est de dire je crée ma page à propos ou je crée ma page about et en gros je me débrouille un peu avec le site comme il est foutu initialement, forcément ce sera la solution la moins coûteuse, mais la moins qualitative en termes de référencement, en termes de qualité pour attaquer un marché, quoi. Et la version la plus coûteuse serait justement de développer en fait un site à chaque fois pour chaque pays. C'est pour ça que la solution intermédiaire que propose par exemple Weglot de dire je fais un site et après je le traduis de manière semi-automatisée ou automatisée, mais en tout cas ça crée plusieurs sites, mais en fait j'en gère qu'un seul. Ça, c'est vraiment top parce que en termes de coûts, on s'y retrouve et on peut quand même avoir des espaces dédiés par langue ou par localisation. Alors que le fait de dire je fais un site français, puis je fais un site italien, forcément vous faites 1, 2, 3, 4 sites. Donc le budget, il peut commencer à gonfler. Donc, mais ce qui est bien au moins, c'est que vous voyez différentes possibilités. Ouais.
faudrait que je fasse ça. Ça me fait penser à un petit schéma qui explique ces différents trucs. Ça pourrait être pas mal. Ok, alors est-ce que tu as des bonnes pratiques maintenant à nous donner par rapport à ce que tu as vu passer chez Weglot? Ouais, bah alors les bonnes pratiques, en gros, de la gestion de sites multilingues par Weglot, finalement, je l'ai résumé ici en 6 points. Donc la première, la bonne pratique, enfin, on va dire un des premiers intérêts de Weglot, c'est que finalement, ça va être une installation hyper simple, no code, via plugin sur WordPress. Je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs de WordPress qui écoutent, mais donc sur WordPress, on va avoir un plugin qui est hyper facilement trouvable sur le plugin directory de WordPress. Ensuite, on va aussi avoir une app sur Shopify, pareil, très simple à trouver sur le directory Shopify. Et ensuite, en fait, on va être, comme tu disais au début, on va être en capacité de traduire n'importe quel site web donc via une intégration JS sur n'importe quel techno. Et pourquoi c'est une bonne pratique? En fait, finalement, en tant que propriétaire de site web, potentiellement, je vais avoir toujours l'exemple de e-commerce de chaussures que je vais avoir besoin de traduire sur Shopify, par exemple. Mais je vais aussi peut-être avoir mon blog lié à ce site-là sur du WordPress. Et donc, en fait, en passant par un outil comme Weglot, c'est hyper facile de passer d'un projet à l'autre et de connaître en fait déjà l'outil pour savoir comment bien traduire à la fois Shopify, à la fois WordPress. Donc ça, c'est le premier point qui est important à savoir. C'est le fait que en fait, n'importe qui peut intégrer Weglot sur son site et peu importe la techno. Il n'y a pas besoin d'être bon en tech ou même bon en traduction. On s'en fout finalement de ne pas savoir parler telle ou telle langue. Et ça fait une bonne transition sur le point d'après. Donc en fait, Weglot, comment ça fonctionne? Donc après l'avoir intégré, comme je l'ai dit auparavant, nous on va proposer une première couche de traduction par IA, donc une première couche de traduction automatique, ce qui permet de partir un peu d'une base saine, d'avoir déjà tout le contenu, tout le site qui est déjà traduit. Dans plus de, on va dire sur les traductions automatiques, c'est dans plus de 100 langues. Donc finalement, je pense que vous allez directement trouver la langue dont vous avez besoin. Et en fait, on base notre outil de traduction automatique sur différentes solutions de trad. Donc la première, ça va être DeepL pour les langues les plus communes, les plus européennes, on va dire. Et c'est, on va dire, 80%, 90% correct en termes de qualité de traduction. Après, il y a toujours un peu, je fais un peu une aparté sur le sujet-là, mais il y a toujours besoin un peu, au-delà de la traduction automatique, d'apporter un regard humain finalement à la traduction proposée en première couche pour donner un peu plus de contexte à la traduction, parce que des fois c'est fait par des robots qui n'ont pas forcément connaissance de pourquoi je dois traduire ça comme ça ou comme ça. Donc c'est toujours important d'avoir un regard humain pour un peu ajouter du contexte à la traduction, aussi avoir un contenu qui correspond finalement bien à l'identité de marque, donc au ton, par exemple au ton, est-ce que je vais utiliser du langage plutôt formel ou informel en fonction de l'identité de ma marque. C'est important aussi d'avoir un regard humain là-dessus. Et finalement, je ne sais pas si vous êtes familier avec la loi de Pareto, donc des 80-20. En gros, où on va dire 80% de mon trafic ou de mes conversions est faite par 20% de mon site web. Donc, nous, ce qu'on va conseiller, en fait, c'est de faire confiance à la traduction automatique sur la plupart du site. Mais pour les 20% vraiment très importants, d'apporter ce regard humain et de revoir un peu la traduction manuelle pour ajouter soit des mots-clés pour du SEO ou, comme je disais avant, donner plus de contexte ou de branding, en gros, à la traduction. Mais on peut quand même faire confiance à l'IA, que ce soit DeepL, Bing Translation ou Google Translation. Aujourd'hui, la qualité de traduction automatique est carrément assez bonne et on peut clairement, pour se lancer sur un nouveau marché, on peut déjà commencer par la traduction automatique et après voir si on a besoin de plus de qualité sur la traduction. Ensuite, l'autre point important que je vais mentionner, c'est le fait que je vais vous montrer ensuite sur la démo, mais en gros, on a un outil de gestion des trades manuels assez complet. Donc en fait, c'est soit par Translation List ou Visual Editor. Ça c'est peut-être un peu du chinois pour l'instant, mais je vais vous montrer après à quoi ça ressemble en direct. Et il y a aussi un outil d'édition avancé. Donc au-delà de juste la modification manuelle de la traduction, il y a différents aspects de la traduction qui vont être importants en termes de fonctionnalité. Ça va être par exemple les règles de glossaire qui vont vous permettre de dire je veux jamais traduire tel terme sur tout mon site parce que c'est le nom de ma marque. Ça n'avait pas sens de traduire. Ou est-ce que je veux toujours traduire tel terme par tel terme parce que je veux capitaliser vraiment sur ce mot-clé-là qui est impactant sur cette langue. Vous pouvez aussi exclure des pages à ne pas traduire. Par exemple,
je prenais tout à l'heure l'exemple d'un site e-commerce de chaussures adossé à un blog. Mais si je veux pas traduire mon blog, je peux très bien le faire hyper facilement en excluant la partie blog de mon site via Weglot. On peut aussi traduire tout ce qui est éléments dynamiques, donc tout ce qui est pop-up, contact form, jeu ou des trucs comme ça. On peut le traduire via Weglot directement sur le dashboard, et on peut faire un peu ce qu'on veut aussi, très important, plus sur l'UX du site multilingue. On va pouvoir faire ce qu'on veut en fait avec le language switcher, ou le bouton de choix de langue, et avoir un design vraiment qui correspond au branding de la marque sur le site. Et c'est hyper important aussi en termes de SEO d'avoir un bouton de choix de langue bien accessible pour pouvoir passer d'une langue à l'autre. Ça fait partie de ce que Google regarde sur un site multilingue. 5e point, donc le flux de traduction en autopilote. C'est pas un jeu de mots avec pilotine, c'est vraiment en autopilote. Dommage, ça aurait été bien. J'aurais pu mettre en autopilotine. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que j'intègre Weglot sur mon site. Il y a une première couche de traduction automatique, donc le premier sujet sur l'automatisation. Et ensuite, après, dès que je vais, par exemple, j'ai une nouvelle collection de chaussures sur mon site, je vais donc ajouter cette nouvelle collection à mon site. Et en fait, Weglot, comment ça va fonctionner? Ça va détecter qu'il y a du nouveau contenu qui n'a jamais été en fait vu par notre outil. Et donc, on va proposer directement de la traduction automatique pour ce nouveau contenu. Le but étant d'avoir un site en continu traduit et à 100%, ce qui est vraiment hyper important pour le SEO. Et donc, bonne transition encore une fois sur le point d'après, donc le SEO multilingue, qui est hyper important aussi chez Weglot. C'est vraiment partie de l'essence de l'outil qu'on va proposer. C'est pas uniquement un outil de traduction visuelle, on va dire, du site web. Ça va vraiment apporter toute la structure multilingue au site pour lui permettre de ranker dans différentes langues, pour lui permettre d'être indexé par Google pour les différentes langues. Et du coup, je vais en parler dans la slide. Ouais. Juste avant, je vais rebondir sur quelques points là-dessus que je trouve assez importants. C'est que la majorité des clients qui, au final, font des traductions manuelles, déjà, c'est un budget de ouf. On a des clients, ça leur a coûté 20, 30, 40 000 euros de faire la traduction par un traducteur pro, après faire l'intégration manuelle. Si on est sur 1000, 2000, 3000 pages, vous vous rendez compte le volume que ça représente et le temps nécessaire pour intégrer tout ça. Donc, la traduction automatisée ou semi-automatisée peut avoir cet effet-là, peut avoir cet avantage-là. En plus, la majorité des gens qui au final font les traductions manuelles, je vous le donne dans le mille, ils utilisent DeepL. Et du coup, plutôt que d'aller sur DeepL, de faire la trad, de prendre son contenu, de le copier-coller, de le mettre au bon endroit, tout ça, effectivement, voilà. Mais en tout cas, Isabelle rebondissait dessus dans le chat. DeepL, ça reste un bon outil pour faire le début. Après, il faut sûrement rajouter la petite couche qui va bien de customisation, de personnalisation. Et là où Thibaut, tu avais entièrement raison, c'est que, comme en stats, en SEO, de partout, la loi de Pareto, c'est que effectivement, il y a 80% de vos contenus, au final, qui sont vus que par 20% de vos visiteurs. Donc cela, on peut se dire, on va vite, et on fait par contre un travail encore plus qualitatif. En fait, on concentre son énergie sur les 20% de contenu à très forte valeur ajoutée. Donc la petite reco, c'est de regarder vos stats sur Google Analytics ou sur Search Console, des pages en fait les plus vues, les plus regardées, les plus cliquées, les plus je sais pas quoi, d'extraire les 20% de pages et de se dire, celle-là, je donne tout, et les 80 autres pourcents, effectivement, on fait de l'automatique, on fait vite fait, il n'y a pas besoin de se concentrer dessus. Mais par contre, de mettre plus d'énergie sur les 20% vous apportera tellement plus d'efficacité que d'essayer de mettre la même énergie partout, surtout sur des pages qui sont vues par personne, quoi. Donc ça, ouais, très bon point là-dessus. Et après, de pouvoir effectivement repasser derrière, de pouvoir traiter chaque nouveau contenu, parce que souvent, quand on fait un projet de traduction, mes clients, par exemple, ils se concentrent sur la mise en ligne du site, puis après, ils vont ajouter un article de blog, machin, puis après, ils vont avoir la flemme finalement de le traduire. Et du coup, d'avoir une traduction tout au long du projet, ça permet de juste les faire, ces articles de blog, parce que sinon, juste après, on a la flemme et puis on arrête de faire la traduction, quoi. Ok, super, merci pour ces points. Alors, on va parler SEO maintenant. À propos du SEO multilingue, Thibaut, que peux-tu nous dire sur le référencement naturel multilingue? Yes, déjà la première chose, c'est que finalement le SEO tel que vous le connaissez déjà sur votre langue originale, c'est toujours hyper important de le travailler sur la structure, sur les mots-clés sur lesquels capitaliser, etc. Mais finalement, ça va pas être exactement la même chose sur un site multilingue. Finalement, il y a des choses vraiment à prendre en compte en plus parce que Google considère qu'il y a, on va dire, différentes versions
de langue en fait sur Google. Donc ça va vraiment être important d'avoir la structure qui va permettre d'être indexé et de ranker dans les différentes langues. Donc là-dessus, en fait, il y a, on va dire, 3 piliers dictés par Google. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais enfin, vous pouvez le retrouver sur Internet. Il y a une doc en On gros. va dire en 2 après Jésus-Christ, vas-y. Exactement. On va partir là-dessus. Et donc, ouais, en gros, Google a vraiment dicté ce qu'ils veulent, enfin, ce qu'ils attendent en termes de sites multilingues. Et donc, le premier pilier, ça va être d'avoir des URL uniques par langue. J'imagine que vous êtes déjà familier avec ça si vous avez déjà navigué sur des sites multilingues. Mais en gros, c'est vraiment important d'avoir l'URL qui va en fait donner une information sur quelle langue, enfin, sur quelle version de langue je suis actuellement sur le site. Donc, pour ça, il y a 3 possibilités. La première, ça va être d'avoir des sous-répertoires. Donc, par sous-répertoire, ça va être par exemple monsite.com/fr, par exemple, pour la version française. Ensuite, la deuxième possibilité, ça va être d'avoir des sous-domaines. Donc, par exemple, fr.monsite.com, ou encore d'avoir ce qu'on appelle des top-level domains en anglais. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y ait de traduction en français. Mais en gros, ça va être monsite.fr ou monsite.de pour l'Allemagne, etc. Donc, en fait, le but de ces 3 choses-là, c'est vraiment d'avoir un URL unique et en fait de donner l'information à la fois aux visiteurs et à la fois aux bots de Google qui vont finalement se comporter comme un visiteur sur quel site, sur quelle version de langue tu es actuellement sur le site. Donc, hyper important, le premier pilier, donc avoir des URL uniques par langue. Et juste, toi, statistiquement, tu vois lesquels le plus passer et si tu devais faire demain, toi, un site multilingue pour tes propres besoins, tu choisirais quelle option? Alors, c'est une hyper bonne question sur les statistiques, parce que j'en ai pas en fait pour l'instant Nickel. Allez, invente-les alors. Invente-nous des belles stats. Non, mais Comme en ça, on dira gros, selon Thibaut. c'est ça. Bon, en gros, si tu veux, les principales différences, ça va être que le sous-domaine, ça te permet d'avoir plus de granularité. On va dire que si tu veux, le de.monsite.com et le fr.monsite.com, par les moteurs de recherche, ça va être considéré comme 2 sites différents. Donc le SEO, finalement, peut-être que tu vas avoir une très bonne note en allemand, mais peut-être pas en français. Il va être éclaté entre les différents sites. Ouais, exactement, il va être éclaté sur différents sites. Donc, c'est pas forcément la meilleure méthode à avoir. Et ensuite, les sous-répertoires. Là, par contre, ça va être intéressant, c'est que, en fait, vu que c'est le même nom de domaine, c'est monsite.com, en fait, après le /de ou le /fr, finalement, il ne va pas avoir différentes notes. Ça va être vraiment le site en tant que tel, en tant que généralité, qui va en fait, ça s'améliore en termes de SEO. Donc, ouais, le conseil, ça serait d'avoir plutôt des sous-répertoires, même si les sous-domaines sont aussi très bien utilisés. Ils fonctionnent très bien en termes de SEO, mais du coup, on a un peu cet aspect granulaire qu'on n'a pas avec le sous-répertoire. Ok. Et du coup, par contre, monsite.de pour l'Allemagne, monsite.it pour l'Italie, toi, tu n'irais pas forcément dessus. Ça n'a pas forcément plus d'impact typiquement qu'un sous-répertoire, et ça demande un peu plus de Ça paramétrage. demande du taf. Ouais, effectivement, parce que ça fait un peu du multilingue et tout derrière. Donc toi, si tu devais lancer ton propre site e-commerce, tu le traduirais avec le même nom de domaine, /fr pour la France, /it pour l'Italie et tout ça. Ok, Exactement. super. Exactement. Et donc ça, ouais, pour la petite histoire, en gros, sur WordPress, c'est déjà disponible depuis très longtemps, les sous-répertoires. Mais sur l'intégration sur Shopify et sur les autres technos, c'est quelque chose qui est assez récent. Finalement, les sous-répertoires, on ne proposait pas dès le début les sous-répertoires parce que justement, il y avait besoin d'un dev un peu supplémentaire sur notre outil. C'est pour ça aussi que j'ai pas forcément de stats actuelles, parce que les sous-domaines, les sous-répertoires sont assez actuels en fait sur notre outil, même si c'est disponible et que ça fonctionne très bien. Donc voilà sur le premier pilier, donc les URL uniques par langue. Le deuxième pilier, ça va être les balises hreflang. Donc en fait, c'est un truc qui est pas du tout visible sur le site pour vos visiteurs. Mais en fait, ça va être une balise qui va être d'ailleurs automatiquement ajoutée par Weglot quand on l'intègre sur son site. Et c'est quelque chose qui va être ajouté directement dans le code source du site. Et en fait, si vous cherchez sur un site, vous allez peut-être voir hreflang. Je ne sais plus comment c'est exactement avec le design de la balise, mais en gros, vous allez avoir une hreflang EN par exemple pour le site en anglais, hreflang FR pour le site en français, etc. Et donc vous aurez un petit bloc dans votre code source qui en fait sera là pour aiguiller les bots de Google quand elles viennent en fait auditer votre site web pour le SEO.
en fait, elles vont avoir l'information de il y a telle langue disponible sur le site, et voilà le chemin pour arriver à telle langue sur telle page, etc. Donc c'est un peu technique, un peu flou, mais finalement, ça va être comme un GPS en gros pour passer d'une langue à l'autre. Et c'est hyper important d'avoir ça sur son site directement quand on le traduit. C'est hyper important, c'est pas non plus super compliqué à faire, mais par contre, ne pas le faire, ça fait que ça ne marchera pas. Donc vraiment très important de le faire, mais par contre, il faut passer par un Tecos ou il faut passer par un outil qui le fait, il faut vérifier que ça fonctionne bien, mais c'est pas grand-chose, mais si on le fait pas, pour le coup, bah, ça risque de pas marcher. Et typiquement, j'avais des clients ou des prospects qui me contactaient en disant « Ouais, ça marche pas mon truc, il n'est pas référencé », puis on regardait, il n'y avait pas le hreflang, donc c'était plutôt normal, quoi. Et vu que c'est un truc qui n'est pas visible, comme la traduction, ou comme le bouton de choix de langue, ou comme les URL, finalement, beaucoup de gens l'oublient, alors que c'est vraiment hyper... C'est ça, il n'y a pas un gros message rouge qui apparaît. Ouais, exactement. Et finalement, le troisième pilier, j'ai mis traduire les métadonnées. Mais en fait, j'aurais pu généraliser en traduire 100% du contenu, finalement. Parce que, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. Exactement. Donc, en fait, nous, Weglot, en fait, on va traduire directement dans le code source toutes les balises. Donc, ça va être les paragraphes, titres, médias, enfin, absolument tout. Et on va aussi traduire les métadonnées, ce qui est hyper important, les métadonnées, c'est ce qui s'affiche en gros sur la tab de votre Google Chrome, par exemple, mais surtout ce qui va être scanné aussi par les Googlebots. Et c'est hyper important de l'avoir traduit. Et en fait, pourquoi c'est hyper important de le traduire aussi? C'est qu'en fait, le fait de traduire uniquement certaines parties de votre site dans une langue, et par exemple de me retrouver avec une page avec un paragraphe en anglais et je sais quoi en français, c'est hyper mauvais en termes de SEO. Et c'est également le cas pour les métadonnées. Donc, par exemple, avoir un site très bien traduit en français, avec tout le contenu qui est absolument hyper bien traduit, et ça, mais d'avoir toujours le métadonnées en anglais, ça, pareil, c'est pas bon en termes de SEO. Et donc, Weglot, finalement, va permettre de traduire l'entièreté du site. Et donc, voilà pour les 3 piliers du SEO multilingue. Parfait. En tout cas, qu'on passe par Weglot ou pas, c'est vrai qu'il faut traduire l'intégralité, même si on peut jusqu'au nom. Est-ce que vous traduisez par exemple le nom des fichiers, vous? Le nom du fichier JPEG, par exemple? Alors, on va pas le traduire, mais en fait, ce qui va être possible de faire, ça va être, et ça rejoint la balise méta, quoi. ce que je disais tout à l'heure sur la localisation. C'est par exemple, si vous diffusez une image de chaussure, avec par exemple, faut pas le faire, mais avec du texte en français dessus, en fait, sur Weglot, on va pouvoir dire, en français, je montre en fait le nom du fichier, donc en JPEG pour ma version française, et en allemand, je vais montrer un autre JPEG, donc avec un autre lien de médias, pour avoir vraiment une version entièrement traduite. Mais voilà comment ça fonctionne. Ça devient compliqué. Du coup, la bonne recommandation, c'est d'éviter d'avoir du texte sur vos images. Le texte, il est fait plutôt pour Google. Il est fait pour être traduit. Donc, faites en sorte que tout soit traduisible facilement et évitez de vous compliquer la vie en mettant plein de texte sur des images, des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, très bonne information. Faut tout traduire, même ce qui n'est pas visible et ce qui est caché derrière pour les moteurs de recherche. Sinon, Google vous trouvera un petit peu schizo et du coup, il aura du mal à vous référencer correctement. Okay. Exactement. Et je crois qu'après... Tac. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte quand on réalise un projet de traduction? J'ai essayé de faire un petit récap, tu me diras si j'étais bon ou pas, Thibaut. Mais en tout cas, quand on commence un cahier des charges de traduction et qu'on veut opérer une création, une refonte de site multilingue, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est de regarder le nombre de pages et le volume de contenu en fait, que vous avez à traduire. Sur certains des projets qu'on a pu voir passer, il suffisait qu'une catégorie de contenu était oubliée et puis on ne pouvait pas mandater correctement l'agence de trad ou alors on oubliait une partie. Donc, il faut vraiment essayer de catégoriser, de visualiser tous les types de contenus et la quantité de contenu qu'on a sur son site, avec un nombre de mots par exemple. Parce que Weglot fonctionne, ils ont des forfaits avec un nombre de mots. Un traducteur aura le même mode de fonctionnement. Il va traduire 10 000 mots, il fait son prix en fonction de ça. Donc, il faut essayer de visualiser tout le contenu. Ensuite, c'est forcément le nombre de langues et l'homogénéité qu'on souhaite ou pas dans chaque langue. Parce que si on est dans de la localisation et qu'en fait, mon contenu il va être en italien, mais en fait en italien, je veux parler de complètement autre chose parce que je parle de Ferrari en Italie et de Renault en France, du coup, là, forcément, il va falloir regarder quel type de langue et est-ce que mon contenu c'est le même mais en traduit ou est-ce que c'est un autre contenu.
Ensuite, la qualité de traduction attendue. Grosse reco, bien entendu, comme vous l'avez compris, c'est penser au 80-20. Essayez de regarder les 20% de contenu qui vont nécessiter une grosse qualité de traduction et les 80% de contenu où là, on peut faire en automatique. Et ensuite, quels objectifs vous souhaitez atteindre? Est-ce que c'est du pur SEO? Est-ce que c'est juste pour avoir une version en anglais, mais ça concerne 2% de notre cible, donc on s'en fout un petit peu, mais il la faut quand même? Est-ce que vous avez des grosses ambitions d'attaquer le marché allemand et ainsi de suite? Donc, essayez de déterminer vos objectifs marketing, vos objectifs commerciaux pour réussir tout ça. Et si vous avez tous ces éléments et que vous prenez en compte les recommandations techniques qui ont été faites avant, vous ne pouvez que réussir votre projet de traduction. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou ça te semblait pas mal? Ouais, non, ça me semble très bien. Juste pour rebondir aussi sur donc le dernier point sur les objectifs qu'on souhaite atteindre, je rajouterais même, en plus de du SEO, de la visibilité, etc., je rajouterais même Allez, on rajoute. en gros, tout ce qui est Google Ads, etc., pour, par exemple, un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les URL uniques, je vais pouvoir faire, par exemple, des campagnes pour mon audience allemand en me basant sur l'URL unique en allemand. Donc, c'est encore une fois hyper important d'avoir un URL unique par langue parce que finalement, je peux traduire mon site web avec du JS, même sur Weglot, en n'ayant pas cette URL unique-là. Mais du coup, je pourrais pas rediriger mes ads en allemand à mon site en allemand, finalement. Donc là, on aura de la perdition parce qu'il va arriver peut-être sur un site en français. Donc, voilà, c'est un truc que je voulais ajouter. Mais sinon, c'est bien résumé. Ouais. Allez, nickel. Alors, je vais vous présenter les différentes méthodes qu'on utilise chez Piloting quand on fait de la traduction. Et après, on laissera Thibaut présenter Weglot. Bien entendu, c'est le but. Alors, quand on présente gestion de projet multilingue, nous, on présente cette slide en fait, à nos clients en disant voilà, vous avez 3 possibilités. Possibilité numéro 1, parce qu'on travaille sur WordPress. Donc, ça va être Weglot. Ce qu'on met en avant chez Weglot, c'est que du coup, on crée la page initiale dans une seule langue, et après que tout sera traduit automatiquement. On leur fait la recommandation du 80-20 en disant concentrez-vous sur 20% de vos contenus. Et là, vous me prenez un traducteur professionnel, vous allez rajouter du contenu, vous allez en gros vous embêter un petit peu à customiser vos pages. Et le 80%, pouf, ça en total automatique. En termes de budget, on est sur un budget beaucoup plus accessible parce qu'on a juste les frais de l'outil qui va faire la traduction. Et après, les frais sur les 20% de taf sur les 20% de pages les plus importantes. En termes de temps, ça va très vite aussi, parce qu'on se concentre que sur 20%. Et en termes de possibilités de personnalisation, forcément, on peut aller un petit peu moins loin qu'avec les autres outils où on fait ce qu'on veut, mais des fois, l'usine à gaz, on peut perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et ainsi de suite. En tout cas, Weglot, ça va être la manière la plus simple et la plus accessible d'y aller pour le plus petit budget et le temps le plus restreint. Ensuite, on présente Polylang. Donc, Polylang, ça va être la version customisée, pas de Weglot, mais la version customisée sur WordPress. Dire, je fais ce que je veux, je dis que je veux telle langue, machin, mais du coup, on va devoir tout se taper à la main. C'est-à-dire qu'on va créer les nouvelles langues à la main, dire, allez, maintenant j'ai mon site en français, je veux un site en anglais, on crée une instance pour traduire en anglais, et il va falloir après traduire tous les contenus. Donc là, c'est 100% des contenus qui doivent être traduits par un pro ou via DeepL ou en automatique, je ne sais pas quoi, mais vous faites vos traductions et après, il va falloir tout copier-coller sur son site. Là, on peut aller beaucoup plus loin sur la customisation. Justement, quand on est en mode je vends du Mac Baguette en France, vous avez différents produits. Voilà. Je vends juste du Ferrari en Italie et juste du Renault en France. Et du coup, vous allez pouvoir faire cette customisation de manière très poussée et avoir vraiment des sites très différents dans chacune des langues, ou alors vraiment avoir une maîtrise parfaite sur tous les contenus, customiser chacune des pages pour qu'elles soient nickel chrome. Ça marche bien quand vous avez pas trop de pages, parce que sinon ça va être très chronophage, et que vous avez un contenu très customisé dans chacune des langues. Donc le budget est beaucoup plus élevé, pas forcément par rapport à l'outil qui lui est beaucoup moins cher, mais par rapport surtout à toute la masse de temps que vous allez passer à gérer tout ça. En termes de dev, c'est un peu plus long, mais en termes surtout de temps de traduction, ça va être très 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 long. Voilà, et en personnalisation, on peut aller beaucoup plus loin. Et ensuite, on a WPML, qui est en gros un concurrent direct de Polylang. Alors lui, honnêtement, on vous le recommande que très très peu, que dans le cas où, vous bossez avec un partenaire qui a fait un partenariat avec WPML et qui fait ses traductions et qui a tout l'outil WPML ou autre. Et en gros, si vous ne travaillez pas avec un partenaire officiel WPML qui vous dit « moi, je fonctionne qu'avec ça » et que vous avez en gros le choix, je ne vous recommande pas WPML qui va être beaucoup plus compliqué. Et nous, on a eu que des galères avec WPML. Donc, en termes de budget technique, ça vous coûte largement plus cher. Et en termes de temps de traduction, de petits soucis, de machin, vous en avez un petit peu plus. Donc, en gros, à part si vous êtes obligé, menotté, qu'on vous met dans une cave parce que vous êtes obligé de bosser avec WPML, je vous recommanderais
plutôt Polylang, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et si vous avez, en gros, si vous faites attention à votre budget et à votre temps, et que vous dites, OK, je suis malin, moi je vais faire la technique des 80-20, je vous recommande absolument Weglot. Surtout si vous êtes sur une stratégie où c'est le même contenu, mais traduit dans plein de pays. Vous pouvez attaquer marché par marché, mais voilà. Vous avez plutôt une stratégie globale et mondiale. Là, ça fonctionne bien. Tu es d'accord avec moi, Thibaut? J'ai dit grosses conneries. Non, c'est très bien résumé. Je vais pas cracher sur les Non, on crache pas. Ouais. Ok. Après mon travail, moi, je dirais rien là-dessus. Mais ouais, Weglot, en gros, je suis d'accord que des fois, le pricing peut paraître un peu élevé. Mais Oui, sur finalement, l'outil en tant que tel. ouais, sur l'outil en tant que tel, mais quand on compare avec le gain de temps en termes de traduction que je dois faire, enfin, que je suis pas obligé de passer par un traducteur professionnel ou quoi que ce soit, ou même le temps en interne que je dois passer dessus, finalement, ça reste assez raisonnable. Et quand on voit l'impact en termes de SEO et donc en termes même de ROI, Ouais. enfin, je suis un peu biaisé, mais je pense que ça D'accord vaut le coup d'utiliser un outil comme Weglot. Ouais. Alors, du coup, typiquement, un Polylang, par exemple, il y a une version gratos. Nous, en général, on passe toujours par la version payante, parce qu'elle a plus d'options, je sais pas quoi, mais en gros, c'est 99 balles. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas cher. Si on va sur Weglot, en termes de tarifs, on trouve des tarifs plutôt sur de la mensualisation. Donc, vous allez mensualiser le starter pour 10 000 mots, d'où l'intérêt de calculer le nombre de mots que vous avez sur votre site. Exactement. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est mots toutes langues confondues. Donc, si tu as 10 000 mots fois 3 langues, ça te fait 30 000 mots, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Donc, 15 € par mois sur 10 000 mots. En général, nous, les clients, ils vont sur la formule à 79 € par mois parce que comme ça, ils ont 5 langues et ils peuvent aller jusqu'à 200 000 mots au total. Et puis, on en a qui sont aussi sur la version au-dessus et ainsi de suite. Mais on va dire effectivement, Weglot, on est sur du 79 € par mois. Donc, ça fait un petit budget à l'année, on va dire 900 €. Là où Polylang, on commence à 99. Donc, en gros, vous avez un site de 5 pages qui bougera jamais de la vie. Alors, bien sûr, je vous recommanderais Polylang, parce que ça va coûter que dalle. Une fois que vous avez traduit vos 5 pages, on n'en parle plus. Par contre, vous avez un site qui vit, qui est sur beaucoup de langues, qui a beaucoup de mots et tout ça, eh ben, vaut mieux mettre 79 € par mois. Ça vous économisera les potentiels 10 000, 20 000 ou 30 000 € de traduction à chaque fois manuelle, de temps d'intégration. Donc, en fait, c'est juste du temps de ressources humaines. Donc, c'est une énorme économie en termes de ressources humaines derrière. Et concentrez-vous sur les 20% de pages les plus utiles. Voilà. Ça peut être les petites recos, mais en tout cas, vous avez une idée des tarifs. Et ben, je pense qu'on est pas mal pour cette partie-là. Donc, maintenant, je te propose d'avoir une petite démo de Weglot. Donc, je vais fermer mon partage d'écran. Et maintenant, je te laisse partager, nous faire. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres que je pourrais poser à Thibaut en cours de route. Allez, c'est parti. Impressionne-nous un petit peu. Yes, donc du coup, je vais vous parler, vous donner plus d'aspects visuels sur comment fonctionne Weglot. Donc pour rappel, dans mon cas, là, en gros, à partir du principe que je suis déjà allé sur mon directory WordPress pour trouver l'application Weglot, pour trouver le plugin Weglot, pardon, que j'ai déjà installé sur mon site en paramétrant en gros l'URL de mon site original. Qu'est-ce que j'ai en langue originale, admettons à partir d'un site en anglais, et dans quelle langue je veux traduire mon site. Donc après avoir fait ce setup côté WordPress. C'est plutôt rapide, ça se fait bien. Exactement, en 2 minutes c'est fait, même pas d'ailleurs, en 1 minute c'est fait. Et donc après c'est là en gros que la magie opère, on va dire. Donc nous notre outil va traduire automatiquement tout le site, va scanner en fait tout le contenu qu'il y a sur le site et proposer une première couche de traduction automatique. Et ensuite vous aurez accès au dashboard Weglot que vous pouvez voir sur mon écran. Et par exemple, si je prends ici ce site de démo, ici, j'aurai accès en fait à tous les paramétrages pour pouvoir apporter ce regard humain et cet aspect manuel à la traduction automatique qui a déjà été généré. Donc, par exemple, typiquement, si ici, je prends, si je veux modifier mon contenu en français, la première option, ça va être de venir ici, en gros, sur ce qu'on appelle chez nous la translation list. Donc, par exemple, ici, je vais cliquer sur English to French. Et donc ici à gauche, je vais avoir mon contenu original en anglais, donc le contenu finalement que j'ai développé sur mon site WordPress, tout simplement. Et ici, je vais avoir la traduction générée automatiquement par notre outil. Donc ici, vous pouvez voir que j'en ai déjà modifié pas mal à la main, mais typiquement ici, c'est de la traduction automatique. Et si je veux modifier, par exemple, typiquement ce contenu-là, send a message, si je veux mettre envoyer un DM, par exemple, j'ai juste à taper ici comme un traitement de texte hyper classique.
je clique ici, ça va s'afficher comme saved, et en fait, ça sera directement modifié sur mon site live, sur mon site traduit. Donc, c'est hyper facile de modifier une traduction. Ensuite, le workflow, en gros, admettons, vous êtes sur la page, sur votre site, sur la page, sur cette page-là, par exemple. Vous souhaitez voir uniquement les traductions qui sont sur la page catégorie Awares, par exemple. Donc, je vais cliquer ici et je vais voir uniquement le contenu qui est en fait sur cette URL-là pour pouvoir finalement, toujours sur cette logique des 80-20. Par exemple, si ça, c'était ma page contact, j'aurais pu modifier manuellement en voyant uniquement les traductions qui sont disponibles sur la page contact. Ça va gagner pas mal de temps. Ensuite, si je veux aussi filtrer par exemple, j'ai un gros sujet en ce moment sur le SEO et je veux uniquement modifier mes métadonnées. J'ai ici un filtre qui me permet de dire voir uniquement les métadonnées et je vais être en capacité de voir uniquement les métadonnées. Donc ça rend le process un peu plus simplifié. Vous avez aussi différents filtres un peu plus poussés en fonction de votre utilisation de Weglot. Et enfin, si vous voulez uniquement voir par hasard, vous naviguez sur le site et vous voyez que tel mot, en fait, il est mal traduit, mais du coup, vous ne savez pas forcément sur quelle page c'est, etc. Vous pouvez juste dire, par exemple, si je veux retrouver le Get in Touch, j'ai juste à taper ici Get in Touch, et ça va me sortir uniquement les contenus qui contiennent le mot Get in Touch. Et donc, je suis en capacité ensuite de modifier manuellement. Donc, c'est finalement assez facile de retrouver une trad qu'on veut modifier via la translation list. Donc, ça, c'est la première façon de modifier les traductions. Et la deuxième façon, qui va être d'ailleurs peut-être un peu plus facile à prendre en main, on va dire, ça va être le Visual Editor, qui est accessible directement ici. Et quand je clique ici sur Start Editing, en gros, ça va me sortir une vue en contexte de mon site. Donc là, si vous voulez, c'est mon site de démo, tout simplement. Et en fait, je vais avoir une surcouche ici de Weglot, même ici. Je pense qu'on ne voit pas ton onglet, ça a dû ouvrir une nouvelle fenêtre. Ah ouais, effectivement. Là, on doit être bon. Ouais, là, on est bon. Ok, parfait. Donc ça, c'est mon site de démo. C'est beau. Avec la surcouche Weglot, donc, que je peux voir ici, mais que je peux voir aussi sur les différents cadres qui s'ajoutent là au-dessus. Et en fait, ça va me permettre de voir en fait comment ma traduction apparaît sur mon site. Et si je clique ici, je vais pouvoir directement la modifier manuellement ici et voir en fait le rendu final directement sur mon site ici. Donc ça peut être intéressant sur des sujets, par exemple sur le je montrais d'ailleurs, c'est un bon exemple, je montrais par exemple ici la langue arabe. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle du right to left. Donc c'est la langue, en gros, elle est dans l'autre sens. J'allais te poser la question. Comment ça gère les spécificités de langue, ouais. Ouais, en gros, ça va uniquement, ça va juste switcher le contenu de l'autre côté. Mais du coup, des fois, en termes de design, peut y avoir besoin de reparamétrer un peu le contenu pour qu'il s'imbrique bien finalement sur le design. Donc ça, c'est directement possible de le faire ici. Mais en gros, ouais, ça va switcher d'un côté à l'autre, sans problème. Et même sur n'importe quel alphabet d'ailleurs. Top. Et là, par exemple, tu peux afficher la version en langue arabe de cette page? Je sais pas pourquoi ça apparaît pas ici. Okay. Ou en langue portugaise? Du coup, tu peux switcher Ouais. de l'une à l'autre et voir un peu ce que ça donne et faire tes traductions d'un côté comme de l'autre. Exactement, ouais. Typiquement, ici, mon site il va être en... Ah, j'ai du mal paramétrer. Après, t'as peut-être pas dû faire... Ouais, j'ai du mal paramétrer mon site de démo. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un éditeur visuel comme ça qui permet de traduire, justement, de savoir où se trouve le mot et de changer tout un paragraphe, des trucs comme ça. C'est là aussi où on peut changer, je pense, l'image, c'est ça? Dire si cette image-là, je la veux pas en portugais, mais je veux mettre autre chose. C'est possible de le faire. Ouais, si je clique ici, par exemple, typiquement, ça va être mon JPEG, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça va être mon JPEG dans la langue originale. Et je vais pouvoir ici modifier mon JPEG pour montrer une autre image en fait, sur la version traduite. Trop fort. Ok, donc, parfait. Ça, c'est le Visual Editor. Donc, pour rappel, vous avez la possibilité de modifier les trades de façon manuelle sur la translation list ou sur le Visual Editor. Et ensuite, si vous voulez faire des actions un peu plus, on va dire, avec des fonctionnalités un peu plus avancées qui vont vous permettre d'impacter l'entièreté du site. Un truc hyper intéressant ici, c'est ce qu'on appelle les règles de glossaire. Alors, du coup, on voit plus de nouveau. Ah ouais. Il faut switcher. C'est vrai. Yes, c'est bon. Donc, en gros, ouais, ici, ce que je disais, les règles de glossaire, si je clique ici, en gros, ça va me permettre de paramétrer des règles de glossaire pour, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne jamais traduire tel terme parce que c'est le nom de mon entreprise, par exemple, ou de toujours traduire tel mot par tel mot pour capitaliser sur les mots-clés. Et ça, vous pouvez le faire directement ici
sur les glossary rules et même adapter ça uniquement à telle ou telle langue. Donc c'est quand même assez facile. Et ça va en fait impacter tout le contenu tout le site. Ensuite, si je continue un peu sur les fonctionnalités un peu plus poussées qui peuvent être intéressantes, ça va être par exemple le fait que vous avez des stats en gros par langue pour voir un peu comment se comporte le trafic dans telle ou telle langue. Et même sur les page views, donc, là c'est un site de démo donc je n'ai pas forcément d'exemple, mais en gros ce que je disais tout à l'heure de avoir un site en français, ajouter l'anglais pour voir dans quel marché j'ai de l'attraction. En gros, admettons que ici, ici j'aurais eu la langue française, langue anglaise aussi, et en fait ici j'aurais eu le détail de j'ai eu tant de visites en Espagne, ça, et en un simple clic en fait je vais en fait traduire mon site en espagnol directement ici parce que j'ai du trafic en Espagne. Donc ça pareil, ça peut être intéressant à utiliser. C'est top ça. Et vous greffez sur Analytics ou vous avez vos propres trucs de stats? Non, c'est nos propres. En gros, ça va être. C'est un peu technique, mais en gros, ça va être les calls à notre API, enfin les appels à notre API. En gros, on va considérer que un appel à l'API sur telle page en langue espagnole, ça va considérer comme une visite en espagnol. Super. Donc en fait, on aura nos propres stats là-dessus, qui sont quand même assez précises du coup, vu que c'est vraiment basé sur le trafic du site. Ensuite, si je continue sur les settings un peu plus poussés, une des fonctionnalités dont je voulais vous parler ici, c'est l'auto-switch, qui est hyper intéressant, surtout en termes d'UX. Par exemple, si demain, si demain, moi, je voyage en Norvège, par exemple, je parle absolument pas le norvégien, et donc je voudrais avoir le site en fait dans la langue que je préfère. Et donc en fait, si j'autorise ici l'auto-switch, Weglot va en fait poser la question en gros au navigateur dans quelle est la langue préférée de l'utilisateur. Et dans mon cas, ça sera par exemple le français. Et si le français est disponible sur le site, en fait, Weglot va automatiquement propulser le site en français pour que même si je ne parle pas norvégien, j'ai accès au site et je comprenne directement de quoi ça parle. C'est hyper important en termes d'UX de toujours rediriger la personne vers sa langue préférée. Ça évite pas mal de taux de rebond. En termes de taux d'utilisation, la majorité des gens activent l'auto-switch ou pas? Je pense pas. Parce que je vois qu'il est désactivé de base, si je comprends bien. Ouais, il est désactivé de base, exactement. Mais et il n'est pas forcément hyper visuel, donc les gens ne le savent pas forcément. Mais Toi, tu recommandes à tout le monde de l'activer. Mais après, ouais, généralement, on recommande de l'activer si le but c'est vraiment d'améliorer l'UX. L'expérience utilisateur. Ouais. Okay. Exactement. Donc dans ce cas-là, on va forcément le recommander, d'activer l'auto-switch. Ensuite, si je continue sur les autres paramètres, donc ici le language switcher, donc c'est ce qui va vous permettre en fait de faire un peu ce que vous voulez finalement avec le bouton de choix de langue. Est-ce que je veux montrer les drapeaux? Est-ce que je veux montrer le code de la langue? Est-ce que je veux montrer le nom de la langue? Ou faire en sorte que ce soit un drop-down, que ce soit juste dans le menu. Enfin bref, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on peut le faire directement ici et même ajouter des custom CSS pour avoir toujours un language switcher qui correspond au design du site avec les mêmes couleurs, la même police, etc. Ça, c'est assez facile de le faire aussi ici. Si besoin, vous pouvez, j'en parlais tout à l'heure, exclure certaines pages ou certains blocs. Par exemple, si vous voulez ne pas traduire le blog, vous pouvez dire ici include contain /blog, par exemple. Et en fait, ça va ne pas traduire toute la partie de mon site qui contient cette URL-là. C'est le même principe pour les blocks avec des classes ou des divs. Et après, c'est plus ou moins ça. Ah, aussi, quelque chose d'important aussi de mentionner, c'est qu'à partir du plan pro, vous pouvez avoir différents team members sur le même projet. Donc, admettons, par exemple, moi, je suis Thibaut, je suis le gérant de la marque de chaussures. Donc, c'est moi qui est en charge du projet Weglot en tant qu'admin. Mais je connais quelqu'un qui parle très bien arabe, par exemple. Je vais l'inviter uniquement sur la langue arabe en tant que traducteur via son adresse email. Et il sera invité sur le projet et il pourra modifier tout ce qu'il veut sur la langue arabe. Ou alors, ça peut être, je pars en congé, donc du coup, j'ai besoin de donner accès à quelqu'un au projet pendant mon absence. Je peux le mettre directement en tant que manager. Même principe, je renseigne son adresse email et il sera invité au projet pour pouvoir gérer un peu tout. Mais du coup, ça, c'est intéressant. Généralement, soit en interne, si plusieurs membres d'équipe travaillent sur le même projet, ou si je travaille avec une agence, par exemple, je peux inviter l'agence sur mon projet pour qu'eux puissent travailler dessus, que ce soit agence web ou agence de traduction.
Ouais, ça c'est top pour justement gérer les 20% de pages les plus importantes, de Exactement, ouais. pouvoir continuer à travailler avec vos prestataires en traduction avec qui ça se passe bien. Ok, top. Exactement. Et bah, du coup, On a fait un bon petit tour là. yes, carrément. On a fait un bon petit tour, on est pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si jamais vous n'avez pas, enfin, les questions viennent plus tard, n'hésitez pas à ajouter Thibaut Guérin sur LinkedIn directement et lui poser vos différentes questions. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, si vous êtes tout bon, que tout était clair, que Thibaut a présenté ça du feu de Dieu et que c'est un champion du monde, eh ben, on est très content de vous avoir fait un rapide petit tour de comment bien gérer un beau projet de traduction, quelles sont les différentes solutions techniques qui s'offrent à vous pour gérer correctement ce projet de traduction. Et puis, vous avez découvert Weglot. Donc, si vous avez un site WordPress ou un site Shopify, il y a le plugin, ça va hyper vite. Si vous avez un autre site, il existe d'autres techniques via du JS, tout ça, qui Yes. permettent d'utiliser toute la technologie et la puissance d'un outil comme celui de Weglot. Thibaut, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit challenge de nous faire une démo Bah, merci et à de nous avoir montré tout ça. Pour nous, ça va être aussi très intéressant parce qu'on pourra montrer ce replay à nos prospects, à nos clients en disant « mais regardez, c'est super facile » et tout ça. En tout cas, ça permet d'avoir une bonne idée de comment bien anticiper ce type de projet et le réussir. Donc, grâce à toi, le monde de la traduction sera meilleur dès demain, enfin même dès aujourd'hui. Donc, un grand merci, excellente journée et puis à la prochaine. Yes, merci beaucoup à toi. Salut. Et puis d'ailleurs, j'en profite. Donc, nous avons d'autres webinars qui sont prévus, notamment dans 14 jours, comment rédiger un cahier des charges de site internet. Ce sera le 10 octobre. Le 24 octobre, on aura 3 plans marketing digital gagnants pour 2024. Combien coûte un site internet ou quelle stratégie pour vos réseaux sociaux en 2024, tout ça. On a pas mal de choses. Donc, je vous remets le lien des prochains webinars. N'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse et vous, comme ça, vous recevrez le replay, les présentations et tout le monde sera content. Excellente journée. Merci Thibaut et à la prochaine. Ciao, Merci à ciao. toi. Salut.